dirait qu'il est fait pour moi, tellement tout se passe bien. Les flots sont calmes, le soleil brille, les vents sont faibles. Des conditions idéales pour continuer sans encombre jusqu'à New York. Depuis son départ de Cherbourg, il a déjà parcouru l'équivalent de 2687 km et navigue fièrement à la vitesse de 21 km. À bord, les 2201 passagers et membres d'équipage vaquent à leurs occupations. En fin d'après-midi, le soleil décline et la température extérieure chute. Les passagers de première classe rejoignent alors leur cabine pour changer de tenue avant la soirée de gala qui a lieu ce soir. Un événement mondain à ne pas manquer. Nous approchons de Terre-Neuve, une région où les eaux sont couramment gelées. Et en ce mois d'avril 1912, les icebergs, détachés de la banquise quelques semaines plus tôt, se bousculent plus que d'habitude à la surface. Mais j'ai toute confiance en l'expérience du commandant Smith, qui connaît parfaitement les dangers. À la radio du Titanic, 2 opérateurs se relaient pour envoyer les messages privés des passagers. Ils doivent rester attentifs, car les navires aux alentours leur signalent d'importantes glaces dérivantes dans les barrages. Le Titanic enregistre ces informations, mais ne change rien. Même vitesse et même cap. 19h30, la soirée de gala à son plein. Le voyage continue tranquillement. Il est 20h30, la soirée de gala se termine, le commandant Smith vient de nous mettre sur la passerelle. Tout va bien? Tout va bien, commandant. Les eaux sont calmes, pas de vent, pas de houle. Nuit claire, température extérieure proche de zéro. Les glaces? Oui. Faut-il réduire la vitesse? Non, sauf si le ciel s'obscurcit. Les veilleurs de nuit savent qu'ils doivent redoubler de vigilance. Soudain, un télégramme du paquebot Mesaba informant de la présence de nombreux icebergs arrive sur le Titanic. Les opérateurs radio ayant l'affaire ignorent l'avis du Mesaba et ne le transmettent pas à la passerelle. La température de mes eaux chute encore. À 23h, le paquebot californien, situé juste sur la route du Titanic, avertit les opérateurs des paquebots avoisinants qu'il est bloqué dans les glaces. L'opérateur radio du Titanic n'en tient pas compte et lui-même demande de se taire car il ne veut pas perdre la liaison qui lui permet d'envoyer les télégrammes privés des passagers. Le Titanic continue de filer rapidement sur les eaux, sûrement trop rapidement. Je sais qu'à cet endroit, la prudence est de mise. Cette zone est très dangereuse, surtout lorsque l'on navigue à la vitesse du Titanic. Dans le lit de pays, les veilleurs sont frigorifiés et fatigués, mais pas vraiment inquiets. Quand soudain, à 23h40, l'un des veilleurs aperçoit une masse sombre se dresser sur les eaux. Le Titanic fonce droit sur un iceberg haut de 30 mètres. Il fait immédiatement retentir la cloche, puis contacte la passerelle. Iceberg, droit bon! Le choc était-il encore évitable? Le premier lieutenant hurle ses ordres. Là-bas, venez pour toutes! Puis, arrière, toutes! Pour la première fois depuis le début du voyage, je suis pris d'un doute. Le Titanic va-t-il percuter l'iceberg? Ou aura-t-il le temps de dévier sa trajectoire? Que va-t-il se passer? Les secondes paraissent interminables. Je voudrais pouvoir la détourner, mais le colosse est lancé. Rien ni personne ne semble pouvoir l'arrêter. Lentement, la proue vire de quelques degrés. J'attends qu'il pivote. Mais hélas,
dans un règlement sourd. Le Titanic s'écorche de tout son long sur l'iceberg. Il est trop tard. Lorsque l'équipage s'aperçoit de la catastrophe, il faut agir au plus vite. Les stewards passent dans les cabines demander aux passagers de revêtir leur gilet de sauvetage, puis de monter rapidement vers le pont supérieur. Thomas Andrews, le concepteur du Titanic, les encourage également à monter rapidement. Il faut dire qu'il est l'une des seules personnes à bord à comprendre de quoi il retourne vraiment, mais il a beaucoup de mal à convaincre les passagers. Les premières et secondes classes sortent calmement, vêtus de leurs habits de nuit, engoncés dans leurs gilets de sauvetage, bagages à la main, ils arrivent tranquillement sur les coursives. Les premiers canots de sauvetage contenant des passagers sont mis à l'eau, mais ils ne sont qu'à moitié complets. Pendant ce temps, l'eau continue de s'engouffrer par le fond du navire. 6 compartiments sont maintenant envahis. Les passagers de troisième classe, toujours à l'intérieur, peinent à se rendre sur le pont supérieur. Les grilles qui les séparent des autres classes sont fermées à clé. Le personnel de bord, trop occupé à accueillir les passagers et descendre les canots, n'a pas pris le temps de les ouvrir. Sur le pont, les passagers ne comprennent pas encore le drame qui se joue sous leurs pieds. Mais rapidement, les rumeurs arrivent. La tension est palpable. Il est maintenant 1h du matin. On lance une fusée de détresse. À l'intérieur du navire, les cloisons cèdent sous la pression de mes eaux. Le Titanic s'incline de plus en plus. Il faut sortir de là coûte que coûte. La peur gagne les esprits, se transmettant d'un passager à l'autre comme une traînée de poudre. Sur le pont, des cris, des pleurs, des hurlements. La panique s'empare des voyageurs. Tous veulent monter à bord des derniers canots, mais il n'y a pas assez de place. Pendant plus d'1 heure, le Titanic devient le théâtre d'actes de courage, comme de pires lâchetés. Certains conduisent femmes et enfants jusqu'au canot, d'autres vont boire un verre, probablement un dernier. Des couples refusent d'être séparés. Nous mourrons ensemble, comme nous avons vécu ensemble. D'autres n'hésitent pas à bousculer femmes et enfants pour prendre leur place. Le président de la White Star lui-même embarque discrètement dans un canot, sans respecter les priorités. 2 heures du matin, les musiciens jouent un dernier morceau, puis se saluent. Le paquebot de rêve est maintenant cauchemar. À bord, il ne reste plus que 2 radeaux pliables que l'équipage s'évertue à libérer de leurs liens. Les premières cheminées cassent et s'écrasent sur les passagers restés à bord. Vent du Titanic s'enfonce dans mes profondeurs. Je ne peux plus le retenir à ma surface. Dans un grand la mer se brise en deux. La poutre s'élève dans le ciel étoilé, provoquant la chute de tous les objets. Quelques-uns espèrent encore et se cramponnent comme ils peuvent. D'autres se jettent à l'eau du haut du navire. Le froid aura vite raison. Le 15 avril 1912, à 2h20 du matin, les lumières clignotent une dernière fois avant de s'éteindre à jamais. Le Titanic s'enfonce dans mes eaux glacées, laissant plus de 1500 personnes se débattre à ma surface. Les cris et les appels au secours s'éteignent peu à peu, cédant la place à un silence insupportable.
mécano, les évacués se taisent abasourdis par le drame et frigorifiés. Sur 16 canots de sauvetage, 2 seulement étaient complets. Les autres furent mis à l'eau alors qu'ils auraient dû accueillir encore des dizaines de passagers. Les premiers survivants sont recueillis par le Carpathia, un navire de la Cunard Line, quelques heures plus tard. Le naufrage du Titanic fit 1495 morts, 711 passagers, dont 155 embarqués de Cherbourg, en sortirent rescapés. Les membres d'équipage de la troisième classe furent les plus touchés, puisque les 3/4 trouvèrent la mort, contre seulement un tiers pour la première classe. 53 des 109 enfants à bord périrent dans cette catastrophe. Parmi les 328 corps retrouvés, 150 victimes ne purent pas être identifiées ou ne furent pas réclamées par les familles. 119 victimes ne furent pas retrouvées et sommeillent aujourd'hui dans les eaux. Les autres ont été ramenés à Halifax et reposent aujourd'hui au cimetière de la ville. Telle une onde de choc, la nouvelle de ce naufrage fit rapidement le tour du monde. Cet événement marqua à jamais l'histoire maritime. La sécurité fut renforcée et entraîna des modifications importantes de la réglementation, sur les navires comme en mer. Les hommes s'interrogèrent sur la confiance absolue dans les progrès de la technique et sur les excès de la modernité, une question qui nous interpelle encore aujourd'hui. Après de nombreuses investigations, l'épave du Titanic fut retrouvée dans les profondeurs en 1985, mais n'a pas pu être remontée à la surface. Depuis maintenant un siècle, elle reste figée au cœur de mes abysses. La Cité de la mer vient de dédier un nouvel espace qui nous appelle le souvenir du Titanic et de ses passagers vivants au cours de cet unique voyage. Je mène à Cherbourg les plus grands et les plus beaux paquebots du monde. Son port en eau profonde, situé au cœur de la plus grande rade artificielle d'Europe, une fabuleuse réalisation architecturale du XVIIe et du XVIIIe siècle, est aujourd'hui accessible à toute heure de la marée. Il serait trop long de vous énumérer tous ceux que j'y ai vus, mais les plus prestigieux me restent en mémoire, comme le Bremen, le Mauretania, le Majestic, ou encore l'USS Memphis à destination des États-Unis. Il y eut aussi le Berengaria venant de New York, qui débarqua 426 barils remplis de lingots d'or pour une valeur de 600 millions de francs. Une anecdote vous revient alors. En 1952, Charlie Chaplin embarqua à New York sur le Queen Elizabeth pour une grande tournée en Europe. Pendant cette traversée, il apprit qu'il avait été mis sur liste noire par le sénateur McCarthy et qu'il ne pourrait plus jamais revenir à New York, ville où il vivait pourtant depuis de nombreuses années. Révolté par cette nouvelle, il organisa une conférence de presse à son arrivée ici, à Cherbourg, dans le salon du Queen Elizabeth. Malgré cela, il fut privé de son visa de retour et dut s'exiler en Suisse jusqu'à la fin de ses jours.
En 1967, le Queen Mary fit sa dernière escale à Cherbourg, mais en 1972 arriva le fabuleux Queen Elizabeth II. En 1974, c'est au tour de France de venir à Cherbourg. Plus récemment, en 2004, le Queen Mary II fit sa première escale ici, attirant 100 000 touristes. Cherbourg a désormais renoué avec son passé transatlantique et accueille de nouveau de prestigieux paquebots. Je fais le tour des rivages du monde. Je suis le témoin privilégié des événements maritimes et porte en moi tant de légendes. Ce soir, je vous ai confié l'histoire du Titanic et celle de Cherbourg, où souffle l'air du large. Cherbourg n'a jamais cessé d'être animée et vivante. Elle demeure une ville ouverte au monde qui restera éternellement tournée vers le grand large. Je vais maintenant quitter ce haut lieu de l'épopée transatlantique et retourner dans mon domaine, où seules les vagues murmurent par la nuit. Mais avant de partir, voici quelques mots empruntés au poète Charles Baudelaire. Il y a une sorte de plaisir mystérieux, couché dans le belvédère ou accroché sur le môle, à contempler les mouvements de ceux qui partent, ceux qui reviennent, de tous ceux qui ont le désir de voyager ou de s'enrichir.